Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre avec Fanny Pageot, intitulée autrice, illustratrice ou artiste du livre. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors quelques mots pour vous présenter tout d'abord. Vous êtes originaire de Bourgogne, diplômée d'un double cursus en arts plastiques et en arts appliqués. En parallèle d'un travail de graphiste, vous menez un travail d'illustratrice et d'autrice. Vous avez notamment publié « Il y a des monstres dans ma chambre » et « Musée des museaux amusants ». J'ai réussi à le dire. Prix Sorcière 2019. Tous deux édités par l'atelier du Poisson Soluble. On y reviendra après sur l'évolution, notamment dans l'édition d'Il y a des monstres dans ma chambre. Vous avez également fondé votre maison d'édition de livres d'artistes, Les Inéditions. Et depuis octobre, vous êtes en résidence à Troyes, dans le cadre du salon voisins et amis dédié aux livres pour la jeunesse et organisé par l'association Lecture et Loisirs, dont on se félicite du partenariat. Nous reviendrons notamment sur le travail que vous avez mené lors de cette résidence. Mais avant, on va peut-être retourner à la question justement que se pose cette rencontre. Autrice, illustratrice ou artiste du livre, vous dites vous-même que vous avez en quelque sorte attaché plusieurs cordes à votre art, avec cette jolie formule. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce parcours particulièrement complet ? Alors, parfois je dis que je suis illustratrice, mais c'est pas joli à dire. Mais en fait, j'ai pas choisi délibérément d'écrire des livres pour la jeunesse, parce que je suis connue aujourd'hui, on va dire, pour ces deux publications. C'est une envie de dessin, d'illustration, c'est sûr, depuis très tôt. J'ai suivi des études d'art appliqué, mais qui m'ont plutôt rapproché de la communication visuelle. D'ailleurs, Simon Roussin, qui était juste avant, on était en BTS ensemble à Nevers. Puis, il a fait une année à Épinal avec moi, mais il m'a lâchement quitté pour Strasbourg. Et j'étais pas très bonne pour le graphisme. Je l'ai su très tôt. Mais j'avais un désir d'image et de jeu, en fait. Et j'aime aussi le volume. Donc, petite, j'ai souvent fait des maquettes, construit des choses. Donc, l'idée du livre aussi, qui est aussi un objet, m'a séduit assez tôt. Et c'est à Épinal, lorsque j'ai découvert les livres d'artistes et les livres d'artistes pour enfants, avec Mounari, Komagata, que je me suis vraiment intéressée à la question et que j'en ai fait des projets de diplôme. Et que j'ai commencé à faire mes petits livres, mes petites envies. Et donc, voilà, pour faire un livre, il faut parfois du texte, parfois de l'image, parfois les deux ou pas. Et il faut du façonnage. Et donc, voilà, parfois, je mène tout en même temps. Donc sur certains projets, je vais être juste l'auteur ou l'autrice. Sur d'autres, je vais être que l'illustratrice. Sur d'autres, je vais tout faire. Et parfois, je suis aussi l'éditrice. Et voilà. Justement, dans vos ouvrages, j'aime bien le mot ouvrage, justement, et je veux bien vous entendre réagir à ça, parce qu'on a à la fois l'aspect de l'ouvrage en termes d'auteur, qui du coup va écrire son ouvrage, et puis avoir un peu le côté artisan aussi, avec le bel ouvrage. Et du coup, cette question de la place de la forme, est-ce que c'est d'abord l'idée d'une forme qui vient ensuite débloquer chez vous, par exemple, pour notamment les choses que vous avez pu faire, qui sont vraiment là où vous êtes sur la palette complète, on va dire. Est-ce qu'on est justement sur une forme qui vous inspire à créer ensuite un texte, des images, ou est-ce qu'on est d'abord à vouloir raconter quelque chose qui va ensuite prendre une forme, la question de le fond et la forme? Alors chez moi, c'est quasiment à 100% la forme avant le fond. Donc c'est une envie. D'ailleurs, pour le premier livre jeunesse qui est paru au Poisson Soluble, qui a cette allure-là, j'ai eu l'idée quand j'étais étudiante à Épinal, donc il ressemblait à ça, donc tout blanc. En fait, c'est un livre qui se lit dans le noir. Les monstres sont cachés dans les pages. En fait, c'est une simple reliure japonaise, c'est imprimé à l'intérieur, et c'est en faisant passer la lumière que les monstres vont apparaître. Cette idée, je l'ai eue en faisant des recherches. Alors, rien à voir, mais comme quoi, des fois, ce sont des hasards. J'étais en train de j'ai fait un stage dans une maison d'édition qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, je ne sais pas si vous connaissez, qui est spécialisée dans les albums tactiles pour déficients visuels. Donc, j'avais fait un premier stage, j'ai fait un autre projet avec eux, on pourra peut-être en parler. Et donc, je faisais de la recherche d'illustration tactile, donc en bas-relief, c'est-à-dire qu'avec que du papier découpé, plusieurs couches, et que en blanc. Donc, je faisais des superpositions de couches de papier pour qu'on puisse lire du bout des doigts, comme un gaufrage, on va dire, mais collé.
Et en c'était un paysage, en passant devant ma lampe de bureau, j'ai trouvé ça sublime en fait. C'était pas le but premier recherché, mais la transparence du papier en fait avec différentes couches faisait des ambiances lumineuses assez incroyables. Donc l'idée est venue de faire un livre où l'image est révélée par la lumière. Et à partir de ça, j'ai simplifié le système. C'est pas du collage, c'est juste une impression cachée. Qu'est-ce que je peux raconter avec ce fond-là en fait, cette forme-là, plutôt cette forme-là. Et est venue l'idée de la peur du noir que j'avais petite et de ces monstres en fait qui existent quand on éteint la lumière, et si on allume, évidemment, ils ne sont pas là. Donc j'ai voulu jouer sur ce principe-là, et c'est parti vraiment de la forme. Le fond est venu après. Et le livre comme Le savon de Marcel, c'est pareil, c'était une envie de faire un livre boîte, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est cubique à part un Rubik's Cube ou quoi ? J'ai pensé au savon de Marcel, j'habitais en Provence à l'époque, et donc j'ai fait un livre où vraiment aux dimensions du savon, mais que raconter dedans. Donc là, j'ai parlé du vécu, de l'histoire de mes grands-mères, qui s'appelle pas du tout Marcel, mais voilà, pour le jeu de mots, je les ai transformés. Et j'ai raconté, il y a un rapport avec le savon à l'intérieur. Enfin voilà, toujours la forme avant le fond. Pour la Lulu, c'est pareil. J'aime bien faire des choses petites. Donc je suis partie de l'idée du petit beurre et j'ai raconté une histoire. C'est un personnage de mon enfance qui s'appelait plutôt, on l'appelait la Fifi, mais je l'ai transformé en Lulu pour que ça fonctionne avec le petit beurre. Et pour ce projet, d'ailleurs, j'ai écrit l'histoire, c'est ma sœur qui a fait les illustrations, comme pour le savon de Marcel. Une envie de faire un livre plus petit, donc le format Malabar, que les enfants aujourd'hui ne connaissent plus trop sous cette forme-là. Et pareil, de cette forme-là, j'ai puisé dans mon enfance aussi des personnages et j'ai essayé de modeler une histoire qui aille avec ces formats. Et alors justement, dans cette forme, donc il y a forcément le côté, je pense, un peu aussi défi d'aller sur du livre tout petit, de respecter une contrainte aussi du coup de ce format-là. Ce que je me dis aussi, c'est que du coup, ça fait forcément un rapport particulier pour le lecteur, l'utilisateur presque en termes d'objet, du coup qui vient justement par exemple pour le savon de Marcel déployer du coup ce livre. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui du coup vous interpelle dans la façon de pouvoir du coup envisager comment on va en fait pouvoir lire le livre, et donc notamment la question de la lampe torche dans le noir, etc. Il y a tout un élément de contexte et également de sens. Ça m'intéresse beaucoup, c'est l'interaction livre-lecteur. Donc le livre, classiquement, on tourne des pages, il peut se passer plein de choses, mais on peut le mettre dans des conditions de lecture différentes. Et pendant mes recherches de projet de diplôme, j'ai par exemple fait ce livre-là, qui est un livre de poche, parce qu'il tient réellement dans une poche, il a la largeur d'une poche, je peux le mettre derrière moi. C'est un peu le format d'une baguette de pain. Je te laisse le manipuler, parce que... Donc, le texte à l'intérieur, en fait, c'est le roman de Pierre Desproges, Des femmes qui tombent, qui n'est pas très connu, mais dont je suis fan absolu, et qui est complètement absurde, qui part en délire total. Et donc, j'ai voulu faire un livre un peu absurde aussi. Donc, voilà. Alors, j'avais pas encore fait mon CAP reliure, donc il souffre très mal. J'ai bricolé comme je pouvais. Mais voilà. Et comme Desproges, pour moi, c'est un franco-français qui joue avec la langue, qui me régale. J'ai voulu faire un livre baguette de pain, quoi, un peu. Donc, voilà, un peu. Donc, pour ce faire, je n'avais pas le texte tapuscrit Desproges. J'ai dû scanner le livre de poche, corriger toutes les erreurs de la lecture, remettre en page. Donc, ça a été un bon boulot, mais toujours, j'essaie de m'amuser. Il faut que ça m'éclate. Et pour rejoindre un peu l'idée de la mise en condition de lecture, mon projet de diplôme, mon mémoire de diplôme se présentait sous cette forme. Alors c'est il y a plus de 10 ans, donc à l'époque, là aujourd'hui, l'iPad est complètement démocratisé, les liseuses, tout ça. Et donc moi, mon projet de diplôme, c'est l'objet du livre. Alors il s'ouvre, donc il s'ouvre comme ça, on peut le retourner. Voilà, donc ça présente donc mon texte de projet de diplôme. Et sachant que, par exemple, même la pagination, je l'ai repensée comme... alors, à l'époque, la navigation Google, c'était comme ça, avec des petites flèches. Donc, pour aller à page 7, page 8, etc.
Il y avait des annotations qui sont un peu comme quand on clique sur un lien et on rentre dans une autre page. Donc en fait derrière les liens, c'est dans l'autre partie, c'est tous les liens en fait et les images. Enfin voilà, j'ai essayé de rebricoler en fait les conditions de lecture sur Internet, mais dans mon projet de diplôme. Enfin voilà. Et donc j'y présente des recherches de livres à forme étrange. Donc oui. Tu as dit que dans mon parcours, j'ai eu le parcours art appliqué et beaux-arts. Ah, c'est dur, hein. Ouais. Mais j'ai aussi fait un CAP reliure pour terminer, qui m'a permis aussi de vraiment avoir les clés de comment bien fabriquer un livre, même si c'était la reliure de bibliophilie, avec du cuir, de la dorure et des nerfs. Je pense qu'on reviendra justement sur la question de la reliure, puisque du coup, on a notamment évoqué la question de la reliure à la japonaise, etc. Peut-être aller un peu plus dans la précision de cela, mais peut-être pour continuer sur la question du sens, on a évoqué notamment cette expérience avec notamment des déficients visuels. Je crois qu'il y a également un jeu de cette famille qui du coup a été adapté pour pouvoir justement permettre le travail, enfin le jeu avec des déficients visuels. Et toujours cette question en fait du rapport à comment en fait on est acteur en fait avec ces objets et avec ces livres. Alors, l'histoire de ce jeu, elle est particulière. Donc, j'ai été stagiaire en tant que graphiste pour cette maison d'édition. Puis, ils m'ont réinvité. Enfin, j'ai refait un stage là, par contre, pour vraiment travailler sur l'adaptation tactile d'illustration. Et puis, j'ai rencontré une maman de Clément, qui maintenant doit être majeure largement, qui a adapté depuis la naissance de son fils, qui est devenu aveugle à l'âge de 1 an. A adapté plein de jeux. Et Les Doigts qui rêvent cherchait à aussi peut-être se développer, plutôt que dans le livre, à adapter des jeux. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et puis j'ai réfléchi au jeu d'essai de famille. Donc classiquement, oui, la famille par matière ou par forme. Mais je trouvais ça trop bateau. J'ai essayé de faire des recherches et donc j'ai trouvé une idée aussi, parce que la grande difficulté quand on joue avec des non-voyants au jeu de cette famille, c'est qu'on doit étaler en fait. Pour le non-voyant, il doit étaler en fait toutes ses cartes pour consulter. Ah oui, dans la famille truc, il me manque ça. Et donc le voyant en face va voir son jeu exposé. Donc il faut un cache, etc. J'ai essayé de trouver une solution pour qu'en une main, il puisse assembler une famille et qu'il sache d'une poignée qu'il lui manque tel membre de la famille ou tel membre. Donc j'ai joué en fait avec carrément les 6 points de la cellule Braille. Donc la cellule Braille, c'est ces 6 points en fait qui, si on combinait, peuvent faire toutes les lettres de l'alphabet et les chiffres. Et donc c'est des cartes à trous. Donc à chaque fois, il y a un seul rond qui est rempli et les autres sont vides. Donc là, dans la famille tout lisse, donc j'ai pris des noms de famille. Il y a tout doux, qui gratte, qui tisse. Qui gratte, par exemple, c'est du papier de verre, la matière. Donc là, la famille tout lisse, c'est une matière toute lisse, le rond. Je sais que j'ai le point 5. Donc il y a aussi le braille qui traduit. Mais donc si j'ai plusieurs familles ensemble, plusieurs membres de la famille, ça s'emboîte. Et donc je vais dans une main savoir que là il m'en manque 3 et j'en ai 3 de remplis. Donc c'était une astuce qui, du coup j'ai eu un prix d'invention pour ce truc. Mais ça sert aussi d'outil pédagogique parce que ça permet de se familiariser avec la cellule braille en fait en jouant. C'est-à-dire qu'avec ça, ça peut aussi servir, je vous compose la lettre E, ou etc. C'est pas du tout la lettre E, je connais pas le braille. Mais voilà, donc, et Les Doigts qui rêvent ont aussi toute leur expertise et ça a été vraiment intéressant de travailler là-dessus et puis sur d'autres projets. L'inconvénient, c'est que pour brasser les cartes, c'est compliqué vu qu'il y a de la matière, il faut prendre le temps de le faire. Mais... Il y a un autre projet aussi, je crois, au niveau de Alice au Pays des Merveilles, ouais. Notamment, qui là, du coup, rejoint peut-être davantage les références qu'on peut avoir sur le livre jeunesse, et qui prend la forme d'un coffret, notamment avec une large place à l'illustration, et notamment l'illustration en relief. Alors, c'est un coffret, voilà. Il y a aussi le texte. À toucher, en tout cas. Ouais. Il y a le texte intégral qui est enregistré, évidemment, parce que... Donc, là, c'est Alice racontée aux petits, c'est une autre version, mais de Lewis Carroll. Et le braille prend beaucoup de place et d'épaisseur. Donc, je ne sais pas si, par exemple, Harry Potter, c'est un braille abrégé, sinon ça ferait des kilomètres d'épaisseur de papier. Donc, j'ai simplifié l'histoire, entre guillemets, par des phrases ponctuées. Donc, c'est un coffret. Donc ça, c'était la première version.
Donc il y a le texte en ce qu'on appelle en noir, qui est lisible par les voyants, mais il y a aussi donc le braille qui est une petite résine appliquée, comme de la sérigraphie. Et donc chaque image, elle est tactile dans le sens où les personnages ont une matière spécifique. Par exemple, les moustaches là, du lapin blanc, c'est du nylon, des fils de nylon. Les yeux sont en petit volume. La montre à gousset, on peut la saisir. Il y a des choses qui font du bruit quand on passe la main. Voilà, les feuilles mortes qui s'envolent. Donc on peut jouer avec le son aussi. Donc le trou du terrier, c'est un réel trou dans la page. Enfin, voilà, comment traduire. Alors c'est un véritable exercice, moi qui ai du dessin très méticuleux et très précis, j'ai dû simplifier. Et Alice, alors comme tout est collé à la main, il faut savoir chaque élément, c'est des personnes qui travaillent qui vont coller les... Donc j'ai dû simplifier au maximum Alice, parce qu'on la connaît avec des bas bleus, une jupette, des chaussures, des cheveux, etc. Moi je l'ai simplifié pour qu'il y ait le moins d'éléments à manipuler pour fabriquer le livre. Donc je l'ai mise dans une sorte de pyjama. C'est une pièce, donc un outil de découpe seulement. Les cheveux voilà, sont matérialisés par de la laine. Et je l'ai faite en rouge parce que c'est par rapport au contraste maximum en fait, entre le vert et le rouge. Vu que la scène de départ est en forêt, plutôt vert, j'ai dit Alice, ça sera rouge. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui, pour la malvoyance, soit le plus visible possible. Ah, Sister et Mama. Voilà. Et par exemple, la représentation de l'eau, c'est très compliqué. Quand on demande à un aveugle de décrire l'eau, enfin un voyant, on va dire ça scintille, c'est une grande étendue, ça peut être en mouvement. Un aveugle va vous dire c'est froid ou c'est chaud, ça enveloppe le corps. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est compliqué à représenter. Donc j'ai choisi cette matière plastique qui est transparente. On comprend tactilement qu'elle est dedans parce qu'on sent le relief. Mais et puis il y a ces reflets aussi. J'ai essayé de jouer à chaque fois sur des éléments qui font des reflets. Voilà, quand elle est dans la maison, on peut ouvrir le flap qui permet de comprendre qu'elle est dedans. Enfin voilà, c'est des techniques. Et la reine de cœur, pour vous montrer à la fin aussi, comme elle est désagréable, je l'ai mise dans une matière désagréable qui est du papier de verre en fait, papier ponce. Voilà, donc ça, c'est râpeux, ça permet de traduire voilà, par le tactile certaines choses. On a parlé justement de l'aspect méticuleux du travail. Peut-être s'attarder un petit peu sur le musée des museaux amusants, puisque justement en termes de détails, en termes de finesse du trait et de capacité justement à pouvoir représenter ces éléments de pur détail là, qui sont sur les aspects des animaux. Voilà, peut-être justement présenter un petit peu ce livre et puis justement en quoi il est significatif de votre travail. Alors, je vais quand même vous raconter l'histoire. J'ai pas décidé un jour de faire un documentaire animalier. C'est parti, comme la plupart du temps, par un jeu de forme. Donc, la première version, c'était le petit musée des museaux amusants que j'ai auto-édité. C'était un jeu de cartes. Et j'avais juste dessiné donc, des museaux d'animaux, des tronches, voilà, de manière assez précise. C'était plus petit. Et ça, je raconte aux enfants que l'idée elle est venue de mon chat en faisant la sieste avec lui et en étant très près, j'ai vu son museau et j'ai vu un extraterrestre avec ses narines. Concrètement, c'est vraiment un dromadaire dans le désert qui m'a donné l'idée parce qu'ils ont des bouilles assez rigolotes. D'ailleurs, la première, c'est le dromadaire. On a vraiment l'impression d'un visage alors que ce sont les narines du coup qui font office Dieu. Et en montrant ce projet-là, donc l'éditeur qui a publié mon premier livre, voilà, lui il fait des livres, donc il faut du texte. Donc comment jouer encore avec ces museaux et en faire un album. Donc on est parti sur le documentaire. Donc là j'ai dû faire vraiment un travail de recherche, de documentation sur qu'est-ce qu'on peut dire sur ces espèces, de sélection aussi. Je ne pouvais pas parler de tous les museaux de la planète. Donc ça a été vraiment un travail nouveau pour moi. Et donc à chaque fois, chaque museau est accompagné d'une devinette. C'est l'animal qui s'exprime, qui va donner des indices sur sa façon de se nourrir, de vivre, et aussi pourquoi il a un nez comme ça, parce qu'il peut s'en servir autrement que pour respirer. Voilà. Donc tous les dessins sont réalisés au crayon et je les ai faits en noir et blanc. Et la mise en couleur, parce que pour la réponse, l'animal est donc avec une suggestion de son environnement et en couleur, et ça je l'ai fait à l'ordinateur, donc j'ai rajouté des calques de couleurs. Mais les dessins là sont à l'échelle de réalisation, on va dire.
Donc là, c'est voilà, le dessin précis et très éloigné en fait finalement des monstres qui sont que des silhouettes, des aplats noirs. Donc c'est différent, quoi. Ce livre est disponible sur le stand de la librairie Apostrophe et c'est parfois difficile de trouver certains de vos ouvrages et notamment ça a été le cas pour, ça y est, Les monstres, il y a des monstres dans ma chambre, tout à fait. Et peut-être justement revenir sur ce livre et sur justement l'évolution qu'il y a pu avoir d'une première édition, enfin d'un premier travail déjà personnel, d'études, puis d'une première édition, puis d'une édition avec cette maison d'édition qui est les Inéditions. Alors oui, ce livre a eu plusieurs vies. La première, donc, c'était en tant qu'étudiante à Épinal. J'avais fait ce projet donc en sérigraphie. Donc, il y avait une jaquette. Et donc, vous pouvez peut-être voir un peu par transparence le premier monstre. Voilà, une reliure qui n'est pas du tout solide aujourd'hui, je me rends compte, parce qu'il n'y avait pas de prépli. Enfin voilà, c'était mon premier livre fait main, donc tout en sérigraphie. Et donc, on avait fait 80 exemplaires, je crois, avec l'école. Et voilà, il a été épuisé. Et puis, je l'ai réimprimé en sérigraphie avec une association quand je vivais à Fort-Calquier. Donc, il a eu sa seconde vie comme ça. Donc là, j'avais plus le matériel pour faire la jaquette. Donc, j'ai plutôt fait une silhouette à l'entrée. Voilà. Mais quand je l'ai présenté à des éditeurs, alors, souvent, j'ai eu des retours. Votre idée est géniale, mais on ne pourra pas le publier. Vous comprenez pourquoi, c'est qu'en fait c'est un livre qui s'adresse aux petits mais qui apparemment n'a pas d'image, c'est un livre à page blanche. Donc au niveau marketing c'est très compliqué et avec le Poisson Soluble donc, qui a pris le risque de l'éditer, on a travaillé une couverture. Moi je voulais pas de monstre en couverture, ils m'ont proposé le orange fluo, j'étais réticente au début puis finalement bon, moi, ça attire l'œil. C'est une couverture que j'assume plus du tout graphiquement aujourd'hui mais voilà, il a eu son temps. Et il est épuisé, il n'existe plus, il ne réimprime plus parce qu'il ne se vend pas assez bien. Il y a aussi toute l'économie du livre qui fait que certains livres, soit certains partent au pilon, soit ils ne sont pas réimprimés. Donc voilà. Moi, intervenant beaucoup avec ce livre dans les classes maternelles, j'avais besoin d'un support, donc je me suis dit je vais le auto-éditer. Donc j'ai demandé quand même à mon éditeur, voilà, est-ce que je peux récupérer mes droits entre guillemets et le republier. Donc il n'y avait aucun problème. Donc j'ai fait une nouvelle version, fabriquée à la main aussi, donc reliure japonaise, et vraiment comme je le voulais moi, c'est-à-dire que intriguant avec cette découpe des yeux. D'ailleurs avec la couverture on peut jouer à projeter les yeux dans le noir, enfin c'est un peu plus ludique. Je confirme, on voit bien l'ombre. Voilà, donc c'est même principe, pas exactement le même papier. Enfin voilà, après on fait avec les moyens du bord et donc il n'y a pas de diffusion. C'est-à-dire que là, moi je suis toute la chaîne du livre, je suis aussi la machine qui relie le livre. Qui va le vendre et qui gère tout ça, quoi, qui le fabrique et tout. Et donc justement sur ce principe-là, c'est peut-être ce qu'on souhaitait justement évoquer sur le principe d'être artiste du livre, c'est-à-dire du coup de pouvoir maîtriser cet ensemble-là de cette chaîne qui permet en fait à l'objet livre ensuite d'exister, de rencontrer son public. Mais ça va également au-delà puisqu'il y a par exemple pour le musée des museaux amusants, il y a une exposition également itinérante qui du coup a été créée, développée, qui permet du coup aussi de pouvoir être en support à la diffusion de ce livre. Donc j'ai envie d'être un petit peu provocant en disant mais en fait vous êtes juste une artiste, pas forcément que du livre. Au moins ça englobe un peu tout, hein. Artiste et artisan. Moi, j'ai plus de préférence en fait pour le métier d'artisan et de l'intelligence de la main, et parce que j'ai vraiment une passion sur la fabrication. C'est vraiment quelque chose d'important. De concrétiser quelque chose en fait avec ses mains. Ce qui rejoint justement la question de la reliure, et donc peut-être que vous pouvez justement nous préciser un petit peu cette question justement du travail de reliure entre peut-être le travail justement de la reliure comme on a pu notamment le voir pour ceux qui du coup ont pu assister dans le cadre de l'exposition Rare et Remarquable, avec tout un travail avec justement la reliure d'art et donc le travail notamment de réalisation de rénovation du livre ancien, mais également de la création contemporaine. Il y a vraiment aussi tout un champ des possibles sur la reliure. Est-ce que justement vous pouvez nous présenter les techniques que vous préférez, les choses qui du coup pour vous permettent justement de pouvoir vous exprimer à travers l'objet livre?
Alors, j'ai pas tellement de techniques préférées, mais il y en a une qui est tellement plus simple, enfin plus accessible, c'est la reliure japonaise, qui permet et nécessite pas forcément de faire une imposition, c'est-à-dire d'avoir des recto verso. Enfin, on peut, quoique pour certains livres j'ai eu besoin de le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient aussi décoratif. Et par exemple cette reliure japonaise, voilà, après on peut s'amuser. Elle peut avoir tout plein d'aspects différents. Pour les monstres, je me suis payé le luxe, on va dire, de rajouter un point de couture juste pour une question esthétique. C'était pas tellement pour la solidité de la reliure. Donc après, il y a des gens qui sont même très inventifs. Ça devient de la broderie. Enfin, on peut complètement s'emparer de la reliure. Donc, je parlais d'un livre sans texte et sans image. Ça, c'en était un aussi en sérigraphie. Mais c'est vrai que je l'exploite beaucoup. Alors là, c'est reliure Leporello, accordéon, quoi. Donc, ma sœur ici présente, dont je vous ai parlé, c'est elle qui a fait les gravures, elle se cache. Donc, avec qui je collabore parfois. Donc, on a fait la Lulu et le savon de Marcel ensemble. Et donc, une autre reliure japonaise que j'ai faite sur ce petit livre-là, alors qui ne s'adresse pas du tout aux enfants, parce que c'est sur le thème de l'érotisme. Allons-y. Bon, je ne vais pas le lire. Livre d'artiste. C'est un poérotique. Voilà, poérotique. Donc, je l'avais fait à l'occasion d'une fête du livre qui avait pour thème reliure et érotisme. Et je me voyais mal, en fait, faire une reliure de bibliophile d'un livre, voilà, débrocher, refaire la reliure. Je sortais de formation. Donc, moi, j'ai plutôt fait une création et un livre d'artiste. Donc, la reliure n'est pas du tout... C'est une reliure japonaise, mais voilà. C'est un livre Alors, je joue souvent sur les formes, mais aussi avec les mots. Et donc là, le mot sur lequel j'ai joué, c'est le mot « entre », E-N-T-R-E, qui peut être entre deux choses, ou le fait d'entrer dans quelque chose. Donc la poésie tourne autour de ce mot-là. Donc, je vous lis quelques... Je ne veux pas faire monter l'excitation dans la salle, quand même. Mais bon. Donc au départ, il y a juste le mot « entre ». Et il y a une toute petite fente faite au scalpel sur la première page. Donc, entre hésitation et détermination, une ouverture discrète. Donc, la petite fente, c'est un peu plus ouverte. Entre résistance et attirance, une aventure secrète. Entre tes lèvres tremblantes, ma langue se glisse. Je ne vais pas faire la suite, mais bon, voilà. Et plus on entre dans le livre, et plus on le feuillette, à la fin, il y a « j'entre ». Et donc, on reconnaît la vulve, très symbolisée. Mais à chaque fois, chaque page est de plus en plus... Je tremble beaucoup, je suis très à l'aise avec ce livre. Mais c'est un livre à trous, comme on peut trouver chez les enfants, mais différent. Mais il est très poétique, je vous rassure. Mais justement, j'avais forcément prévu de l'évoquer parce qu'en fait, je trouve qu'il vient justement faire la synthèse de tout ce qu'on a pu évoquer sur ce travail à la fois de forme qui permet ensuite de pouvoir justement avoir un propos narratif. Il permet également du coup au lecteur d'être vraiment acteur de cette pénétration, progression. Et donc voilà, je trouvais que justement il permettait vraiment de pouvoir éclairer l'ensemble du travail. Et donc j'avais bien prévu d'en parler. Donc on va me retenir sur cette vulve. Non, absolument pas. Du coup, je voudrais, avant de revenir notamment sur le travail de résidence que vous avez pu mener à Troyes, peut-être évoquer un projet que vous avez pour 2022, qui est en cours de réflexion, de quoi il retournera. Alors, il y a un projet qui est en cours de finition qui va sortir l'année prochaine. C'est celui-là dont je parle. Voilà, donc aux éditions des Grandes Personnes. Donc c'est vraiment un éditeur, moi, qui me faisait fantasmer parce que c'est vraiment l'éditeur des livres d'artistes pour enfants, des livres objets. Et ce projet que j'ai proposé a été accepté et on est en train de le terminer, donc il sortira en septembre. Je suis vraiment ravie de cette collaboration avec Brigitte Morel parce qu'il va être vraiment poussé au bout de l'idée du départ. Donc il va s'appeler Dessus, Dessous, Devant, Dedans. Donc c'est un jeu sur les points de vue. Donc sur la représentation d'objets avec un point de vue du dessus, du dessous, de face, où si on ouvre, on voit comment c'est fabriqué. Et ça va parler des jouets, et donc c'est un livre-jeu, un livre-jouet, il y a également une mise en abîme du livre dans le livre. Enfin voilà, moi je me suis vraiment éclatée et régalée à faire ce travail.
entièrement réalisé au crayon couleur. Donc c'est un livre un peu conceptuel, mais qui s'adresse aux tout petits et qui permet d'avoir vraiment une compréhension de l'objet, du volume. Donc ça réunit un peu toutes mes facettes. C'est ça que je trouve assez intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a à la fois le dessin méticuleux, presque industriel, parce qu'on va avoir vraiment les coupes des objets, d'un petit train, d'une maracasse, d'une poupée russe, tout ça. Il y a le plaisir du jeu avec les mots, avec l'image. Il y a le livre-jeu avec des choses qu'on va pouvoir ouvrir. Enfin voilà. Donc ça réunit beaucoup de facettes de mon travail. Donc j'ai vraiment très hâte de l'avoir entre les mains. Et voilà, ça sera à rentrée prochaine. Et ça, du coup, c'est un projet qui a nécessité combien de temps sur à la fois, on va dire, l'embryon de projet, la réalisation, et puis ensuite peut-être sa sortie s'il y a une date? Alors la sortie était repoussée parce que vous savez que l'industrie du papier a des gros soucis. Tout à fait. Mais on devait le sortir au printemps, ça sera septembre normalement. Je vais vous montrer les ébauches de ce que j'ai envoyé en fait à l'éditeur. En fait, l'idée, elle est venue il y a quelques années. C'est un projet de tiroir que j'ai ressorti. Donc il y a 1 an et demi, j'ai ressorti le projet. Et je vais... Juste pour vous montrer la première maquette, donc c'était pas forcément des jouets, hein, j'ai exploré plein d'objets. D'ailleurs, c'est mal plié, c'était pas ça, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est la vue du dessus. L'idée c'était qu'en soulevant la page, je vois la vue du dessous. Donc il y a vraiment un jeu de mouvement aussi, d'interaction avec la page. Ensuite, on a l'objet de face et on peut ouvrir pour voir dedans la coupe. Il y avait aussi la coupe, l'autre transversale. Donc j'avais fait des tests avec des choses qui se mangent parce que je suis gourmande. Il y avait ça, donc c'est l'œuf à la coque vu du dessus, etc. Et j'avais exploité donc des objets, des fruits et légumes, plein de choses. Avec l'éditrice, on s'est dit qu'il faut se cantonner à quelque chose de précis. Donc peut-être que les fruits et légumes. Au début, on était parti sur ça, puis on a rebondi. Et donc là, je suis partie que sur les objets et j'ai même recentré sur les jouets. Et le principe, c'est vraiment d'avoir une vue du dessus qui peut être complètement abstraite du coup, suivie de la vue du dessous, etc. Et donc pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, voilà, c'est des maquettes. Voici la première vue du dessus qu'on rencontrera dans le livre. Donc ça fait un objet complètement abstrait. Donc là c'est une reproduction, mais l'original est au crayon couleur. Donc je ne sais pas si certains devinent déjà ce que ça peut être dans l'univers du jouet. Voilà, la pyramide d'éléments qu'on emboîte. Et donc l'idée c'est qu'il y ait un flap pour voir l'intérieur aussi. Donc il faut avoir la compréhension de l'objet dans ces 3 dimensions. Et la 4e dimension, c'est le jeu. En fait, c'est l'objet qui a été manipulé, voilà, par l'enfant. Et donc après, on va avoir le jouet suivant, etc. Donc c'est un enchaînement avec la surprise à la fin. Au début, moi, c'était sans texte et c'est l'éditrice qui m'a proposé, ça serait peut-être intéressant de rajouter du texte. Donc moi, au début, j'ai paniqué, je fais du texte, c'est purement esthétique. Et très vite, ça m'est venu, hein, c'est dessus, dessous, devant, dedans. Voilà, il y a une imagerie en 4D, donc tout simplement. Et puis après, entre chaque intermédiaire de jouet, il y a on joue, chouchou, coucou, bisous, bisous. Voilà, et j'ai fait des rimes en ou pour que voilà, ça s'adresse quand même aux tout petits. Donc c'est ça qui est chouette avec les éditeurs, c'est que ça peut vous permettre de rebondir, de rehausser votre travail et finalement de cibler aussi vos lecteurs, parce que moi au démarrage, quand je fais un projet, je me dis pas je m'adresse à des enfants ou à des adultes. Bon, celui-là, je savais que je m'adressais pas à des enfants, mais voilà, il y a pas au début, il y a pas je pense pas forcément à qui va lire ou feuilleter le livre. Et au-delà de la question justement du rapport avec l'éditeur, puisque voilà, on a justement trouvé les avantages à pouvoir avoir sa propre maison d'édition, mais là du coup c'est un travail et une collaboration avec un éditeur. Sur les questions justement de façonnage, de format, etc., comment se déroulent les échanges et est-ce que voilà, c'est parfois compliqué? Est-ce que y a en fait une forme de facilité, un vrai échange? Comment ça se passe et comment on s'y retrouve en fait? Alors ça dépend des maisons évidemment. Donc par exemple mes premiers livres que j'ai fait avec l'atelier du poisson soluble. Pour ce livre-là, en fait, comme ce sont des museaux, j'avais envie d'un livre en portrait. C'était ma première idée. Et comme les animaux en général sont plus ou moins à 4 pattes, ils sont plutôt allongés. Donc je voulais que la page se déplie pour avoir la réponse en fait. Donc on avait le portrait
avec la devinette en face, et on ouvre et on avait la réponse. Du coup, les réponses étaient cachées. Pour moi, c'était un principe que je voulais absolument. Ils ont fait des devis, sachant que le Poisson Soluble fait un choix éthique que je respecte de ne pas faire imprimer ses livres à l'autre bout de la planète. Donc, il y a des questions de budget. Et en faisant ce devis avec les pages pliées là, donc si toutes les pages il y a un pli ici, il faut équilibrer dans la reliure. Enfin bref, ils m'ont dit, Fanny, ça va pas être possible, il faut qu'on parte sur du livre classique. Donc là, la question s'est posée, quel choix je fais entre un principe qui m'est cher parce que vous avez vu, quand j'ouvre la page au hasard, on peut tomber sur la réponse parfois. Et ça m'embêtait. Mais finalement, j'ai fait ce choix de le faire avec eux parce que j'aime travailler avec eux aussi. Et je perds sur ce principe-là, enfin sur ce côté-là, mais on n'a rien perdu parce qu'on a eu Prix Sorcière, donc finalement, il fonctionne très bien. Mais c'est vrai que ça m'a embêté au début. Alors avec Brigitte Morel, les éditions des grandes personnes, là c'est entre guillemets nos limites, dans le sens où elle travaille les livres objets et qu'elle a plein de solutions et que voilà, les pop-up, tout ça, elle sait faire, elle sait, donc tout est ouvert et possible. Donc c'est vrai que c'est une richesse, mais c'est des choses qui vont être fabriquées en Chine de toute manière. Tout livre pop-up est fabriqué à l'autre bout de la planète. Donc après, écologiquement, éthiquement, ça peut poser problème. Donc parfois, il faut faire des compromis. Et sinon, mon livre tel que je le voulais aurait été, mais pas faisable du tout en France, quoi. On a perdu le savoir-faire en France, on a tout exporté. Résultat, on est dépendant de livres qui traversent 2 fois la planète. Enfin, on va dire ça. Et peut-être du coup maintenant parler justement de cette résidence à Troyes qui du coup touche à sa fin. Il me reste 3 semaines à peu près. 3 semaines encore. Parce que du coup ça a commencé à partir d'octobre et donc l'idée est de pouvoir se consacrer à un projet de création, pouvoir être dans une démarche de recherche et puis également de rencontres, on en parlera dans un second temps, mais quel est ce projet qui du coup mature progressivement et qui est là pour plus tard? Alors ça va être un projet que je vais certainement pas terminer dans l'année ou dans les 2 années qui suivent parce qu'il devient finalement assez ambitieux. C'est dans on va dire la veine du documentaire aussi. Alors j'ai appelé ce projet Curieux. Curieux, ça a un double sens. Il y a donc le cabinet de curiosité, les curiosités, l'étrangeté. Mais la curiosité, ça vient du mot aussi cura qui veut dire prendre soin. Et donc je suis partie de cette chose-là. Le fait d'être curieux, c'est donner attention et donc respecter. Et voilà, donc par rapport au monde du vivant, être curieux, en fait, c'est s'intéresser et le respecter. Je suis partie de ça et de l'idée du cabinet de curiosité, de vouloir dessiner des choses a priori curieuses qu'on n'identifie pas et qui sont en fait des choses très communes. Comme une cupule d'un gland de chêne, une feuille morte, n'importe quoi, où en fait si on dessine en très très gros plan, en macro, hors contexte, on ne sait plus ce que c'est une œuvre d'art complètement graphique. Et à partir de ça, que ça devienne un prétexte pour expliquer des choses, la photosynthèse, la symbiose du lichen, des choses comme ça, en fait des entrées. C'est ce que j'ai fait avec les museaux amusants. Le documentaire a été reconnu parce qu'il a une entrée particulière, par le biais des museaux. C'est rigolo, c'est amusant. Donc en fait, c'est essayer de capter le lecteur, parce que le documentaire, ça fait un peu peur. Et donc ces prétextes de choses purement esthétiques, en fait, ça va rentrer. Donc je fais beaucoup de travail là de recherche et de documentation en botanique et en plein de choses. Et ça, c'est un projet qui, pour l'instant, est personnel. Il n'y a pas de lien, pour l'instant, avec un éditeur. Il n'y a pas de commande, etc. Non. On est vraiment, justement, à cette étape-là de première recherche, de première chose posée, qui va peut-être, du coup, finir un peu dans un tiroir pendant quelques temps, qui ressortira ensuite. Il y a souvent besoin de recul, ouais. Je peux juste vous montrer un dessin que j'ai fait pendant la résidence, de lichen, justement, j'en parlais. Je travaille au crayon couleur, donc c'est vraiment un très, très gros plan d'un morceau de lichen sur une branche, extrait de son contexte, donc ça devient un truc un peu extraterrestre. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi parce qu'il y a évidemment tout le plaisir de ces choses esthétiques que je dessine,
Mais je veux vraiment partir sur des choses qu'on peut glaner dans la nature, toutes ces petites une plume de jet, une coquille d'un escargot, et que l'enfant en fait s'y retrouve aussi. Parce que l'idée de départ, c'était plutôt sur la beauté du monde, un papillon qui vient de l'autre bout de la planète, une plante exotique. Ça c'est très tentant, ou un poisson qu'on croisera jamais, parce qu'il y a des graphismes absolument fabuleux, donc d'après photo évidemment. Et j'ai recentré sur le fait de choses communes qui finalement, c'est des petits extraits ordinaires. C'est un peu le sous-titre de Curieux, petits extraordinaires. Voilà mon point de départ. Et il y a tellement de choses à apprendre. Voilà. Donc, par exemple, je me documente. Là, je lis plein de choses sur le lichen, en botanique. Là, je vais bientôt être incollable. Le vocabulaire aussi. La précision du vocabulaire. Je lis pas mal de livres là-dessus aussi sur cette perte du langage et de la précision. Voilà, quoi. Aujourd'hui, on appauvrit un peu notre langage. Donc, j'aimerais, moi, l'enrichir, en profiter pour l'enrichir, en fait, avec ce projet. Peut-être justement préciser en quoi une résidence peut permettre d'en fait pour justement une artiste du livre de pouvoir bénéficier justement de ce temps de réflexion, de ces moyens de recherche et de création. Et donc concrètement, quelle peut être un peu la journée d'une résidente et en quoi cela permet en fait justement de soutenir la création littéraire. Il faut savoir donc pour une résidence, on a une rémunération en fait parce qu'en contrepartie on fait des actions de médiation comme là aujourd'hui de venir ici. Mais on a une forme de salaire pendant ces 2 mois pour travailler sur un projet. Donc on n'a pas ce souci-là de mince, il faut que je trouve un job, il faut que je fasse ceci, enfin le boulot alimentaire. Donc on peut se concentrer complètement sur un projet. Le fait d'être extrait de son quotidien aussi, d'être dans une parenthèse, permet de justement pas être happé par ce quotidien. Un pote qui vous invite à boire un verre, un machin, voilà, tous ces travers-là qui vous... c'est vraiment avoir une bulle dans lequel on peut complètement se plonger dans un projet. Une fois que c'est lancé, c'est le démarrage qui est important dans un projet. Là, j'ai vraiment du temps de recherche, je vais à la médiathèque, j'emprunte des livres, et puis on le fait à notre rythme. Donc c'est vraiment une chance qu'on nous donne pour lancer et se plonger entièrement dans un projet. Dans la vie quotidienne, c'est plus compliqué. C'est en général plus étalé, c'est plus diffus. Alors, je vais faire un lien du coup avec les rencontres qui ont pu avoir lieu notamment hier, parce qu'on a parlé notamment de livres anciens, et sur la question de la botanique, on sait par exemple que dans les fonds anciens, il y a souvent beaucoup de livres de botanique. Est-ce que du coup, vous êtes allé par exemple à la médiathèque de Troyes pour consulter ce fonds ancien autour des questions de botanique, de retrouver par exemple du vocabulaire, des images aussi, puisqu'on a beaucoup de livres illustrés. Est-ce que par exemple, c'est une recherche que vous avez pu faire ? J'ai eu la chance du coup de faire une visite du patrimoine avec Emeline Pipelier qui est en charge du patrimoine. Donc j'ai pu voir des buffons, enfin voilà aussi les illustrations anciennes. J'ai pu aussi avec la conservatrice du Muséum d'histoire naturelle voir un peu les bas-fonds et le musée des horreurs, des ratés, des empaillages. C'était assez rigolo. Mais j'ai eu accès à ça. Alors après, la collection des herbiers, elle n'est pas sur place. Donc ça, j'ai pas eu l'occasion. Mais je sais que c'est ouvert. Si j'ai besoin, je peux aller consulter. Mais pour l'instant, j'ai trouvé assez de documentation. Alors, Internet, c'est monstrueux. Mais des livres que j'ai empruntés aussi... de vulgarisation déjà de la botanique et puis après dans mes lectures précédentes j'ai aussi beaucoup lu Jean-Henri Fabre qui est un entomologiste du fin 19e début 20e qui justement sur cette moi je vous le conseille. Après mon compagnon par exemple n'aime pas ce genre d'écriture, c'est très très riche en vocabulaire, très imagé, beaucoup de métaphores, les couleurs, enfin c'est très très précis. Moi j'adore. Donc c'est aussi Jean-Henri Fabre qui m'a un petit peu porté vers ce désir d'être dans le détail et dans la précision des choses, tout en n'oubliant pas le côté poétique aussi et de s'en extraire, de pas être forcément scientifique. Voilà, faut rester à sa place aussi quoi. On arrive à un moment où j'ai bien envie aussi d'ouvrir la parole éventuellement au public. N'hésitez pas du coup à prendre la parole, à poser une question. Un micro va circuler. Oui, bonjour. Je trouve que vous amenez une question intéressante sur la place de la création et son rapport à la science.
C'est-à-dire que, et je ne sais pas si vous voulez le poser comme ça, mais tout votre travail artistique, en fait, est un travail de curiosité autour de la science. Et l'art a donc vocation d'ouvrir de nouveaux espaces de recherche. Est-ce que vous avez pensé les choses comme ça ? Alors, je ne l'ai pas pensé ou réfléchi dans le sens est-ce que je fais ce travail-là, mais en fait, ça en ressort dans le sens où j'arrive pas à faire de l'art pour l'art, enfin plus maintenant, j'ai l'impression, et qu'il faut que ça m'apporte, alors que ça apporte à d'autres, c'est un plus, mais que moi, ça m'apporte quelque chose. En fait, en faisant ce livre-là, j'ai découvert c'est hyper enrichissant de faire de la recherche, en fait, d'apprendre des choses et de continuer finalement à être un enfant curieux qui apprend des choses, qui découvre, et puis après, il y a l'envie de le transmettre. Et avec ce nouveau projet que je suis en train de mettre en place en résidence, c'est aussi ça, c'est que là, je suis en train de me nourrir, donc je suis en train d'avaler plein d'infos. Il va falloir que je réussisse à le vulgariser et à ce que ça soit pas indigeste, parce que moi, là, je suis passionnée, je suis dedans, j'ai envie de tout dire, mais je ne peux pas tout... Enfin, il va falloir sélectionner. Ça, alors, si tout le monde n'a pas entendu, ça oblige la science à se questionner parce que mon regard est différent. Bah, si vous le dites, merci. Mais j'ai pas cette, en tout cas, ambition-là. Mais voilà, moi, ce qui compte, c'est très égoïste, mais c'est de m'amuser moi. Voilà. Après, ça se transmet ou pas au travers des objets, mais je m'amuse vraiment. Et quel est l'apport justement des rencontres alors là, du coup, on est sur une assistance d'adultes, etc. Mais il y a aussi, je pense, un travail avec des scolaires. En quoi, du coup, ces différents allers-retours-là peuvent aussi nourrir le travail ou la réflexion sur le travail ? C'est sûr que c'est évident que fréquenter les enfants est quand même indispensable. Après, c'est vrai que comme moi, je ne fais pas des livres forcément à destination des enfants, j'ai une envie, je fais un projet. Il se trouve que ça va intéresser les enfants, mais c'est vrai que j'y pense pas en premier abord. Mais après, je vais avoir leur réaction, donc c'est sûr que ça va m'influencer sur la suite. C'est-à-dire que sur les projets qui sont en cours d'élaboration, bon là, évidemment, comme je suis chez un éditeur jeunesse, je vais me poser la question vraiment. Je m'adresse à peu près à quel âge. Est-ce que ça va résonner chez eux et pas que dans ma tête, parce que alors moi ça résonne beaucoup, il n'y a pas de problème, mais des fois je peux oublier aussi le lecteur et ça c'est un risque. Et je sais que j'ai tendance au début à mettre beaucoup de choses, après il faut arriver, et c'est le travail de l'éditeur aussi, c'est de recibler un peu pour que ça s'adresse vraiment à son public, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions ? Eh bien, dans ce cas, je crois qu'on va vous remercier, Fanny. Merci. Vous remercier également de votre présence et de votre écoute très active. Je vous invite du coup à la prochaine rencontre à 18h30 avec le grand traducteur André Markevitch. Et n'hésitez pas du coup à aller directement au chapiteau librairie. Merci. Merci.